Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Magali Valente, qui est la directrice du cinéma au CNC, et Pascal Regard, le directeur général de la SACD. Je vous laisse discuter et on posera des questions ensuite. Absolument. Donc, merci. Alors, donc, je suis très heureux que Magali soit là, parce que Magali est la directrice du cinéma. La directrice du cinéma au CNC, c'est la production, la distribution et l'exploitation. Mais une partie des aides dont elle parlera, par exemple pour les auteurs, sont dans l'autre direction, celle de Julien Neutre, mais dont je ne retiens jamais le nom. C'est l'action culturelle, les territoires, et des publics. Voilà, des publics, du numérique, de tout ce qui est bon. Enfin, bon. C'est celle où il y a aussi les youtubeurs, dont on parlera dans 2 jours. Et donc, ce que je voulais dire d'abord, c'est que le CNC, pendant la crise, pour les auteurs, a été formidable. C'est-à-dire, on a eu des aides, je parle pour les auteurs, spécifiquement. On a eu des aides très rapidement, une mise en place très rapide, et à titre de comparaison, pour faire un système d'aide avec le CNC, il nous fallait 15 jours, alors que pour les auteurs, à part le cinéma, l'audiovisuel a continué à fonctionner, puisque le président du CNC, Dominique Boutonnat, a créé un fonds d'indemnisation du tournage qui a permis de maintenir les tournages. Et pour le spectacle vivant, où là, tout était arrêté, et les auteurs de spectacle vivant, ils ont un pourcentage des recettes. Donc si ça arrêtait, ils ne touchent rien. Ce qu'il fallait 15 jours au CNC pour le faire, spectacle vivant, il fallait 3-4 mois. Et alors que la décision d'arbitrage à Matignon était la même. Et aux finances, c'était la même. Donc je remercie en votre nom à tous au CNC, Magali, pour leur rapidité de réaction. Et donc Magali va nous rappeler toutes les mesures qui ont été prises pour les auteurs en faveur de la crise. Les aides spécifiques Covid, audiovisuel et cinéma sont arrêtées. C'est normal, le système a repris. Mais nous allons annoncer des aides pour ceux qui font aussi du spectacle vivant, pour le spectacle vivant, puisqu'il y a un 3e volet du fonds de sécurisation qui a été mis en place et qui sera débloqué au mois de juillet pour les auteurs qui ont une baisse de plus de 40% de leurs revenus. Donc Magali, je te laisse la parole. The floor, comme on dit, puisque maintenant on parle anglais partout. Vous avez remarqué, parler français, c'est devenu très difficile. Merci beaucoup Pascal, bonjour à tous. Peut-être pour rappeler dans le contexte, c'est vrai que quand on a été en charge de mettre en œuvre des aides pour l'ensemble du secteur, donc on a toujours essayé d'avoir à la fois une vision très transversale, c'est-à-dire qu'on ait une cohérence entre les différents dispositifs et entre les différents secteurs parce que tout fonctionne ensemble, des auteurs jusqu'à l'exploitation, donc c'était important de maintenir l'intégralité du secteur à flot et en même temps il a fallu qu'on comprenne vraiment les besoins de chacun, les besoins de chaque secteur, les besoins spécifiques des auteurs, pour arriver à faire des dispositifs qui étaient mis en place rapidement, efficacement. Je renvoie le compliment, parce que si on a été aussi vite, c'est aussi qu'on a très bien travaillé ensemble. Très très bien, voilà. Je confirme. Donc ça, je pense que ça a été très important. On a essayé d'être vraiment le plus à l'écoute les uns des autres, nous avec nos propres contraintes et avec les spécificités des difficultés qui étaient rencontrées par les auteurs. La première chose qu'on a constatée au début de la crise, c'est que les dispositifs transversaux qui étaient mis en place par l'État, notamment le fonds de solidarité par exemple, n'étaient pas adaptés en fait aux auteurs. Ça a été ça le point de départ de notre réflexion et c'est à partir de là qu'ont été mis en place les différents fonds sectoriels qui ensuite ont été gérés par la SACD, la SACEM, la SCAM et qui ont permis d'apporter une aide spécifique adaptée justement aux auteurs. C'était pas forcément évident, mais ça a finalement très bien fonctionné. Si je me souviens bien, on est proche des 4 millions à 3,8 millions, je crois, au total. On a plus de 900 auteurs qui ont été aidés. Donc, c'était évidemment absolument 2 fondamental. millions pour nous, après les voilà, autres. Non, au total, 2 millions pour nous. Voilà. Mais donc, c'était quand même, je pense, absolument fondamental. Et ça s'est étendu sur le temps long, puisque ça s'est terminé en juillet 2021. Donc, on a su faire du long terme dans une crise où, au final, toutes les 2 semaines, on ne savait pas exactement
exactement ce qui nous attendait, parce que c'était quand même aussi la spécificité, c'est qu'on a été obligé de s'adapter à des périodes où on avait à chaque fois des nouvelles contraintes sanitaires, des nouvelles difficultés qui se posaient, et puis comme toutes les crises très, très structurelles et très systémiques, très largement répandues, avec des effets qui s'intensifient avec le temps et ça devient de plus en plus compliqué. Voilà. Donc ça a été la première mesure. La deuxième mesure qui a été mise en place, ça a été le parcours d'auteur, dont je pense que tout le monde a entendu parler. Donc ça, c'est géré par la direction de Julien Neutre, hein, c'est pas la direction du cinéma. Mais c'est très important parce que ça fait partie des dispositifs qui n'étaient pas des dispositifs d'urgence, qui étaient bien spécifiques, mais des dispositifs de relance. Et en fait, il se trouve que c'est un dispositif qui, in fine, est pérennisé. Donc ça, c'est très important, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est un dispositif qui s'inscrit dans la logique de ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est-à-dire aider le plus en amont possible. Et le parcours d'auteur, c'est vraiment l'étape zéro, c'est-à-dire vraiment au moment du projet, avec en plus une souplesse dans ce qui peut être présenté, qui permet d'aider beaucoup plus largement. C'est peut-être une brique qui manquait dans le cadre des aides du CNC telles qu'elles existent, qu'elles n'existent pas d'ailleurs à la direction du cinéma, mais voilà, on essaye d'avoir cette complémentarité entre les directions, entre les différentes aides, pour avoir à la fin un parcours cohérent. Et donc cette aide, qui était donc une aide de crise, en fait on s'est rendu compte à l'aune de la crise en fait on pouvait en avoir besoin plus tard, et donc elle sera maintenue, et donc elle permet d'avoir 20 000 auteurs, et aujourd'hui donc c'est 60 auteurs qui ont été aidés depuis le début. Voilà. Pour vous donner les chiffres, on est à environ 50 auteurs par an. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont évidemment très importantes. Sur l'aide au parcours d'auteur, j'en profite. Il va y avoir le 22 mai sur la plage du CNC une table ronde qui sera spécifiquement consacrée avec des retours d'expérience d'auteurs et d'auteurs qui sont dans la commission. Voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant, et du coup ça permettra de détailler ce point particulier qui est, on va dire, une conséquence positive de la crise, c'est-à-dire un nouveau dispositif qui se met en place, qui se pérennise et qui répond clairement à un besoin. Voilà. Ensuite, donc sur l'aide à la conception, donc là c'était pour le côté direction du cinéma, l'aide elle est arrivée un peu en relais de la fin justement des fonds. Donc en juillet, elle a permis de majorer l'aide à la conception pour les auteurs qui avaient été... Expliquer ce que c'est que l'aide à la conception, parce que tout le monde ne connaît pas. Alors l'aide à la conception, c'est l'aide la plus amont qu'on a à la direction du cinéma, donc qui est moins amont que l'aide au parcours d'auteur, puisque la condition, c'est d'avoir participé à un film qui est sorti en salle l'année précédente. Ça, c'est le critère d'éligibilité. Un film qui doit faire moins de 4 millions d'entrées, donc de budget, pardon. De budget. 4 millions d'entrées, je crois qu'on les a tous, voilà. Presque. Hein. Voilà. Oh. Non, 4 mais moi, je suis d'accord pour ce nouveau critère qui vient d'être proposé intelligemment par Magali. On est tellement obsédé par la fréquentation que du coup, ça... Bon. Donc 4 millions de budget, et donc c'est une aide qui permet, sur la base d'un projet qui est déposé à la direction du cinéma, donc qui est à l'état de synopsis puis de traitement, donc on est vraiment très très amont, d'obtenir 10 000 € pour un nouveau projet, sachant que c'est une aide qui a la spécificité de ne pas être sélective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commission. L'obligation est juste de déposer ce projet-là qui ne sera pas évalué sur des critères artistiques. On va juste vérifier qu'il n'y a pas de plagiat évident ou de choses comme ça, et qu'il y a une cohérence, mais on n'est pas sur une sélectivité artistique. C'est une aide automatique, en fait. Alors, quasiment automatique. Oui, voilà, quasiment automatique, effectivement. Mais, et cette aide-là, pour nous, donc évidemment, elle est très importante, puisque c'est un peu notre aide point d'entrée pour les auteurs au sein de la direction du cinéma. Et du coup, du fait de son caractère automatique, c'était celle qui se prêtait le plus à un dispositif d'urgence. Voilà. Donc on a beaucoup réfléchi avec la SACD. C'était majoré de 50%. Voilà. Donc en étroit partenariat, à peu près, oui. Ouais, C'était ça. Et donc du coup, ça a permis de prendre le relais. On a mis dedans, dans le champ de cette aide-là également les films qui avaient été empêchés de sortir en 2020, parce que ça a été une problématique très récurrente pour l'aide à la conception. Évidemment, quand une aide dépend du fait d'un film qui a dû sortir en salle, évidemment l'année 2020 et notamment la fin de l'année 2020, vous vous en souvenez, il y a eu le couvre-feu, ensuite on a fermé, donc tout ça s'est joué
à chaque fois sur des très très courtes périodes. Et puis finalement, il y a eu la réouverture manquée du 15 décembre. Donc forcément, à ce moment-là, on s'est retrouvé avec des auteurs qui sortaient du champ de l'aide à la conception, ce qui était évidemment très problématique. Donc on les a inclus. Et il y avait une autre mesure qu'on avait prise précédemment, alors qui n'est pas un apport financier, mais qui était pareil, plutôt l'étude des besoins qui pouvaient se poser, et notamment des besoins de trésorerie. C'est-à-dire qu'il y avait ce qui se posait dans tout le secteur, par ailleurs, des auteurs jusqu'à l'exploitation. Et donc pour pallier ce manque de trésorerie, comme il y a toujours un an de décalage avec l'aide à la conception, on la touche un an après, là on a permis aux auteurs qui le souhaitaient, c'était évidemment pas une obligation, de toucher l'aide immédiatement l'année où sortait leur film. Voilà, donc ça c'était la partie plutôt urgence trésorerie, on va dire, et ensuite la partie majoration pour prolonger. Alors, en juillet 21, on parlait déjà de sortie de crise, on y est toujours, mais en tout cas... On parlait aussi du mur des films, que je n'ai pas vu. Alors, c'est un autre sujet, mais on peut si en parler. Mais en tout cas, on avait le sujet à l'époque d'une sortie de crise qui n'était pas non plus immédiate, et donc avec des auteurs qui étaient encore très fragilisés. En gros, tout l'objectif de ces mesures et tout l'objectif de nos mesures au sens large, ça a été de tenir un peu sur la durée, c'est-à-dire en se disant qu'on a bien vu que quand on a dépassé l'année, on était clairement rentré dans une crise qui était très longue. Et donc avec des conséquences potentiellement importantes sur plusieurs années. On ne se remet pas d'une crise comme ça, on n'en sort pas en quelques semaines. Donc l'idée, c'était vraiment d'accompagner la sortie et d'avoir des auteurs qui étaient encore en capacité de continuer à écrire, c'est-à-dire qu'on ne porte pas atteinte à la diversité de la création, et avec des auteurs qui potentiellement arrêteraient ou seraient plus en capacité derrière de faire leur métier. Voilà. Donc, alors c'est un peu tôt pour dire ce qui a marché ou pas marché. Je pense que ça a aidé très clairement beaucoup d'auteurs. D'autres certainement sont passés entre les mailles du filet. Bon, voilà, c'est un peu malheureusement, c'est difficile en fait d'avoir une vision complètement exhaustive. En tout cas, on se dit que ça a été quand même très utile et plutôt efficace à ce stade. La situation des auteurs est quand même très différente. Le cinéma a été impacté automatiquement par la fermeture des salles. Il l'est toujours d'ailleurs, parce qu'il y a des effets retard. Et l'audiovisuel, grâce à la mesure prise par le CNC, Fonds d'indemnisation du tournage, les tournages audiovisuels sont très vite repartis. Et puis, à l'époque, j'avais appelé les patrons de chaîne qui ont dit on maintient les écritures, on continue à faire travailler les auteurs comme avant. Et donc l'audiovisuel, en réalité, très très peu impacté par la crise. Le cinéma, beaucoup, et il le sera encore, et l'audiovisuel est reparti, d'autant plus que dans l'audiovisuel, il y a eu aussi cet apport d'argent nouveau des plateformes grâce aux obligations d'investissement figurant dans le décret SMAD. Donc l'audiovisuel n'a pas été le parent pauvre du Covid, et nous on le voit, et on aura bientôt tous les chiffres de la SACD sur 2021. La situation, côté perception des droits, n'a pas été tellement entamée par la crise. Oui, et c'est vrai que le fait que les tournages aient continué nous mettait dans une situation qui a été très différente pour le coup de nos voisins. On a des tournages qui évidemment ont baissé, enfin moins de tournages, c'est en jour et en nombre, mais par contre on a réussi quand même à maintenir une activité, ce qui a permis de maintenir à flot le secteur. Ça c'est sûr que ça a été très important. Le fonds il continue aujourd'hui, d'ailleurs il est prolongé, donc encore de 6 mois, donc on ne l'éteint pas justement dans cette sortie de crise pour qu'à aucun moment la production puisse ralentir dans une période où au contraire il faut que, on rentre presque dans la période la plus compliquée aujourd'hui, où les aides se sont éteintes, tu l'as rappelé, et où en même temps on n'est pas dans une situation complètement normale. Donc on est un peu dans cette période charnière. Donc tous les dispositifs qu'on peut maintenir dans des cadres budgétaires qui sont beaucoup plus contraints forcément, puisqu'on n'a plus les aides de l'État, on n'a plus de budget d'État comme on a pu avoir. Donc c'est vrai que sans cette partie-là, on est forcément beaucoup plus limité. Mais en tout cas, tous les dispositifs qu'on peut maintenir, on les maintient. À préciser aussi que tout ce qui était dépenses d'écriture, on l'a en permanence en tête, et à vrai dire, on n'a pas attendu la crise, notamment à la direction du cinéma sur le soutien au scénario. On avait déjà, alors on l'avait prévu avant la crise, il se trouve que c'est tombé pendant, mais on a renforcé le budget du soutien au scénario de 200 000 €, c'était l'année dernière, et ça c'est du pérenne.
Et alors, ça tombait bien parce que c'était la crise, mais ce n'était pas une mesure de crise. C'était une budgétisation qu'on avait fait préalablement en se disant que c'était vraiment important et que ça faisait partie de nos priorités. Donc, en fait, il y a une forme de continuité, on va dire, entre les mesures qu'on avait réfléchies avant crise qui déjà prenaient en compte l'importance des aides aux auteurs et l'importance globalement de toute cette phase amont qui est vraiment fondamentale et ces mesures de crise qui ont permis de tenir en espérant que, évidemment, là, dans les mois qui vont venir, on va vite retrouver une forme de normalité, de contexte plus apaisé. Voilà. Non, mais sur le Covid, on peut espérer. Malheureusement, le cinéma, à la différence de l'audiovisuel, qui lui, la publicité a repris, nous on le voit dans les chiffres de la SACD. Les plateformes, alors il y aura des jeux et des mouvements entre Netflix, Disney et tout, mais globalement, le système des plateformes, qui est très concurrentiel, va continuer à se développer. Et il apporte naturellement, avec les obligations d'investissement et les rémunérations et les contrats qu'on a passés, des rémunérations aux auteurs. Par contre, on est quand même dans une crise assez profonde, durable ou pas, je ne sais pas, de la fréquentation des salles, parce qu'en gros, on est à moins 30. Quoi, on est à moins 30 en moyenne. Alors après, c'est vrai que nous, on parle un peu de la fréquentation. Oui, vas-y. Mais tu n'as pas les résultats de ton étude, parce qu'ils ont une étude secrète qu'ils ont faite. Attends, je vais l'annoncer. Ah, tu vas l'annoncer. Ah bah bravo. Ils ont tout étudié. Non, mais d'ailleurs, ça éclaire aussi cette période un peu intermédiaire dont je parlais. En fait, aujourd'hui, on est dans une phase où on ne sait pas du tout ce qui va relever du conjoncturel et ce qui va relever du structurel. C'est un peu ce qu'on se disait, c'est-à-dire quels vont être les effets long terme de cette crise et quelles sont en fait les conséquences, on va dire, plus immédiates qui vont peu à peu disparaître avec un retour entre guillemets à la normale. Ça, c'est vrai qu'on n'est pas encore capable de l'évaluer et la fréquentation, c'est vraiment tout à fait ça. C'est-à-dire que on oublie en fait que la dernière contrainte sanitaire, donc à savoir le pass vaccinal, ça s'est terminé le 14 mars. Enfin, on est, je ne sais plus quelle date, mais on est le 16 mai, le 19, le jeudi 19 mai. Voilà. Donc, on est le 19 mai. Donc, en fait, entre le 14 mai et le 19 mai, c'est rien du tout. C'est-à-dire que, vu l'ampleur de la crise qu'on a connue, on ne peut pas se dire aujourd'hui qu'on est dans une situation complètement rétablie. Et quand je dis 14 mars, c'est-à-dire que le début de l'année sur lequel effectivement on a eu un effondrement très clair de la fréquentation, quand on revient un tout petit peu en arrière, je me souviens on publiait un communiqué de presse à la fin de l'année 2021, donc c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, en se disant on a fait 96 millions d'entrées avec 4 mois de fermeture, des jauges, des couvre-feux et du coup c'est hyper encourageant. On avait retrouvé les niveaux de fréquentation de 2019 en juillet, début juillet, juste avant le pass sanitaire qui a mis le coup de bambou terrible au cinéma. Mais juste avant, on a une fréquentation de 2019. On l'a retrouvée à l'automne, on l'a retrouvée en décembre. Et donc nous, alors après, fréquentation globale, hein, ça ne veut pas dire que sur certains films, ça ne s'est pas focalisé. Voilà, je parle vraiment au niveau général. Mais du coup, quand on voit ça, à la fin de l'année 2021, on se dit... Bon, ça va pas être simple. Il y a un gros travail à faire sur les films de la diversité, les films les plus fragiles, les films d'auteur. Mais il y a quand même une dynamique qui est revenue. Et on s'en félicitait en juillet 21, on s'en félicitait en décembre 21. Et là, janvier 22, ça s'écroule complètement. Janvier 22, c'est la conjonction d'une offre qui n'est pas très, très fournie à ce moment-là. C'est le pass vaccinal, c'est l'interdiction de la confiserie. On n'est pas sorti de la crise vraiment à ce moment-là. Et donc ensuite, ça s'éteint progressivement, la confiserie revient, le pass vaccinal finit par s'éteindre, le masque n'est plus obligatoire. Ça c'est, enfin, donc là je révèle pas l'étude, mais c'est évidemment des choses qu'on a essayé d'évaluer aussi. Déçu. Non. Mais elle avait raison, elle ne veut pas sortir son étude. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, on n'est pas dans un retour à la normale. Donc on ne peut pas se dire aujourd'hui, le 19 mai, que la situation qu'on regarde aujourd'hui, c'est la situation qu'on aura pour les 2 prochaines années. On ne peut pas savoir. Et donc là, tout notre travail aujourd'hui, c'est d'essayer d'identifier effectivement ce qui relève
du structurel, c'est-à-dire des changements d'habitude sur lesquels personne ne reviendra, un public qui juste a changé. Et en fait, ce qui est aussi une phase transitoire, parce qu'on n'est encore qu'à 2 mois de la fin des mesures sanitaires et pas de la crise. Encore une fois, la sortie de crise, évidemment, c'est du long terme. Donc c'est pour ça qu'on a fait une étude, parce que c'était important. Voilà. Donc l'étude, elle avait pour objectif d'essayer d'évaluer justement les différentes raisons qui ont pu entraîner des changements d'habitude, qui ont pu entraîner plus ou moins radicaux d'ailleurs, et évidemment en distinguant les publics, parce qu'il n'y a pas un public. Donc là on y revient, c'est-à-dire qu'on essaye de distinguer à la fois avec des critères géographiques, des critères socio-professionnels, des critères d'âge, évidemment. Donc c'est ça qu'on présente lundi matin, n'hésitez pas à venir. Sur la plage du CNC, à quelle heure? À 10h30. 10h30, voilà. Mais t'as pas un petit truc à nous dire intéressant? Regarde, tout le public était là. J'avais raconté à tout le monde que tu commencerais à dévoiler. C'est pour ça qu'ils sont venus nombreux. non, mais il n'y a pas de surprise. En fait, je vais donner les grandes lignes. Oui, donne les grandes lignes. Non, mais dans les grandes lignes, il n'y a pas de surprise vraiment. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement une partie conjoncturelle, ça c'est sûr. C'est-à-dire que les mesures sanitaires, le masque notamment, a été un élément assez important pour le public qui fait qu'ils n'ont plus été au cinéma, ils n'y reviennent pas tout de suite, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y revenir à un moment. Et ensuite, sur les classes d'âge, alors on a interrogé très largement, parce que par exemple, la question du prix, évidemment qu'on a posée, on revient assez souvent, en fait, la question du prix, elle est un peu décorrélée de la question de la crise, en réalité, ou de l'après-crise, c'est-à-dire que c'est plutôt la question du pouvoir d'achat aujourd'hui, l'inflation, etc. Donc c'est des choses qui inquiètent, qui sont des conséquences de la crise, mais qui sont des questions qu'on n'a pas attendues pour se poser. Enfin, je veux dire, les questions du prix pour le cinéma. Donc ça mélange un petit peu tout, mais ça permet d'avoir un panorama. On a vu, et ce qui est déjà sorti dans la presse d'ailleurs, c'est que les jeunes ne sont pas plus revenus, ils sont juste moins pas revenus que les autres, donc c'est un petit peu différent en proportion, donc il y a quand même moins de jeunes et ça reste évidemment une priorité absolue pour nous, et ça doit le rester d'ailleurs dans tout le cadre de nos aides aussi, de l'écriture jusqu'à l'exploitation, enfin c'est vraiment une priorité. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tranche de population, les 25-50, ou je ne sais plus exactement la borne, qui, là, pour le coup, est beaucoup plus n'est pas revenu, ou en tout cas très faiblement revenu. Donc après, on expliquera, on reviendra en détail sur... on essaye... Enfin, l'étude est intéressante. Ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment la remise en contexte qu'on en a fait. C'est-à-dire qu'on vous présentera à la fois les résultats, mais on le remet évidemment en contexte avec le passé pour bien montrer les évolutions. Donc voilà, mais en tout cas là le message aussi qu'on veut faire passer, qu'on fera passer avec la présentation de l'étude, c'est que il est encore trop tôt pour tirer des conclusions et donc pour commencer à modifier les dispositifs en profondeur en disant mon Dieu c'est la catastrophe, rien ne va, ça n'est plus adapté. Donc ça il est urgent d'attendre vraiment là dans ce contexte-là, parce qu'on risque juste de faire des choses complètement contre-productives. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire qu'on a déjà connu des périodes dans notre histoire où le cinéma était à 120 millions d'entrées, et pourtant on est remonté à 210. Donc il faut juste identifier vraiment ce qui ne fonctionne pas ou plus, et il faut essayer d'agir dessus. Donc nous, c'est notre travail là aujourd'hui de travailler là-dessus, d'où l'intérêt de l'étude évidemment. Et donc, il y a, alors sans être d'un optimisme naïf, en tout cas, on n'est pas non plus dans une logique de fatalité dépressive, si je puis dire. Voilà. Mais donc, venez lundi. Non, lundi, 10h30 sur la plage du CNC, là, à peu près en face du Grès d'Albi. Oui, c'est ça, c'est la plage du Grès. Et d'ailleurs, c'est un très beau lieu, bien aménagé. Et alors, ils ont fait quand même un changement très important au CNC. C'est qu'avant, la plage, la salle par rapport à la plage était à l'horizontale. Et cette année, pour qu'on soit aéré, parce que le vent vient de la mer normalement, elle est à la verticale. Tout à fait.
Donc la crise est passée par là, il y a eu ce changement. Changement majeur. Voilà, majeur. Ouais. Bon. Après, on pourrait peut-être dire un mot de... Est-ce qu'il y a eu des changements dans les grands dispositifs qui intéressent les auteurs, l'avance sur recette Oui, alors oui, il y a eu des changements à l'avance sur recette. Alors sur l'avance sur recette, oui, il y a eu des changements. Alors là, c'est pareil. Alors là, pour le coup, on n'est pas du tout sur une mesure liée à la crise, c'est plutôt le fruit de réflexion. Non, il y avait 2 constats qui nous ont incité à revoir l'avance sur recette. Le premier, c'est que on avait des films qui étaient peut-être un peu isolés et qui avaient du mal à vraiment s'imposer. C'était les 2e et 3e films. Qui aujourd'hui étaient, avant réforme, étaient noyés, entre guillemets, au sein du 2e collège avant réalisation, donc avec les 4e films et plus. Et alors, il y avait déjà eu des expérimentations pour scinder les 2 collèges. Il y en a eu plein, il y a l'aller-retour. C'est comme la politique, ça va et ça vient. Elle fonctionne, là, c'est bon. Donc du coup, là on est en cours d'expérimentation. D'ailleurs, ça fait plus d'1 an. Alors à la base, on devait finir l'expérimentation en mai. On l'a un peu prolongé parce que pour le coup, avec la crise, on était dans un contexte où c'était très compliqué, même ne serait-ce que de prendre le temps de discuter avec tout le monde et de voir si l'expérimentation fonctionnait. Et donc on a créé ce 2e collège avant réalisation des 2e et 3e films. Donc ça a permis en fait d'abaisser un petit peu la sélectivité sur ces films-là. Donc on était autour de 9% de films de 2e, 3e films qui étaient aidés à l'avance, on est passé à 14%. Donc on est vraiment sur un dispositif qui relâche un peu la pression. Ça a eu un impact aussi sur les 4e films et plus, parce qu'en fait, on a rajouté des avances, évidemment, pour pas se repartager un gâteau à l'identique. On a augmenté le budget. Du coup, ça a permis aussi d'aider un peu plus les 4e films et plus. Ça règle pas le problème, entre guillemets, des premiers films, donc du 1er collège, qui est évidemment le collège le plus sollicité. Peut-être qu'il y a des améliorations là-dessus. Je pense que ça fera partie des choses qu'on regardera dans le cadre du bilan de cette expérimentation. Et la 2e réforme, c'était une réforme de gouvernance, ce qui était la fin de la présidence unique de l'avance sur recette, donc la dernière présidente unique étant Marie Darrieussecq. Il y avait 2 raisons à ça. La première, elle était très pratique, c'est qu'en fait, à part Marie Darrieussecq, dont on sait maintenant qu'effectivement elle dort peu, personne n'a le temps en fait de tenir sur la durée avec une telle charge de travail qui est en fait un travail à temps plein. Or, vu l'importance de ce dispositif, vu qu'on est sur des aides quand même qui sont de l'ordre de, vous le savez, en moyenne 480 000 euros pour des projets de fiction, c'est évidemment très important d'avoir quelqu'un qui puisse s'impliquer. Donc l'idée, ça a été de casser un peu cette présidence, et de remettre au niveau de chaque collège des coprésidences. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était aussi parce qu'on se disait qu'il y avait des spécificités pour les premiers films, des spécificités pour les 2e, 3e films, des spécificités pour les 4e films et plus, et que cette décentralisation de la présidence, si je puis dire, permettait justement de mieux appréhender cette diversité-là. Voilà. Donc il y avait une raison à la fois artistique et pratique. On va faire le bilan, on devrait le faire en septembre, et on verra dans quelle mesure ce qu'on garde de la réforme en septembre et ce qu'on rend pérenne, ce qu'on peut encore améliorer, parce qu'il y a toujours de toute manière des marges d'amélioration, et donc on va discuter avec les équipes et les membres de commission. Donc pour résumer, alors, il y a un collège premier film, il y a un collège 2e et 3e, et il y a un collège 4e et plus. Des anciens. Oui, exactement. Les et chevronnés. il n'y a pas le collège... si vous l'avez, plus jamais vous représentez. Donc, moi, j'avais inventé l'aide au dernier film. L'aide au dernier film. Génial. Mais personne n'a voulu me suivre. Mais on peut y penser, voilà. Dans l'expérimentation. Et alors, quel bilan vous tirez de l'idée, moi, que je trouve très positive, c'est que ça enlève un peu l'anonymat et tout, enfin, sauf il y a des réalisateurs qui se présentent, mais qu'on peut maintenant venir présenter son projet. Maintenant, on peut venir présenter son projet à l'avance. Auditions, pendant les auditions. Ça, c'est bien vous avez... Alors, les auditions, nous, on les a interrogées. Elles existaient déjà. Alors, c'est vrai qu'il y a eu le grand débat sur anonymat versus audition. Parce que les deux étant de toute manière difficilement compatibles, sauf à venir cacher, mais c'est un peu compliqué. Donc, du coup, on s'est effectivement posé cette question-là.
Le problème, c'est que, en fait, l'avance sur recette, on l'a dit ça a été une remarque assez récurrente, c'est que ça se concentre beaucoup sur l'avant-réalisation, sur l'écrit. Je ne parle pas de l'après-réalisation, que je n'ai pas évoqué, mais qui est du coup sur film terminé. Mais sur l'avant-réalisation, on est déjà sur quelque chose de très écrit. Et ça a pu nous être reproché en disant, mais... on est dans une culture de l'écrit. D'ailleurs, pourquoi on avait des gens de l'édition qui étaient présidents de l'avance sur recette, c'est arrivé à plusieurs reprises, parce qu'on était sur une culture de l'écrit. Alors, c'est vrai que, du coup, le fait d'avoir des auditions, ça permet aux membres de poser des questions aussi sur la réalisation, sur la réalité du film, c'est-à-dire comment le film va se produire, comment il va se monter, à quoi il va ressembler, voilà. Et ces questions-là, en fait, elles sont quand même très importante. C'est-à-dire que je pense qu'on a retombé dans de l'écrit pur, avec du coup une absence d'audition et un anonymat. C'est plutôt à rebours de ce qu'on comprend être le besoin aujourd'hui, c'est-à-dire le besoin de sortir de cette culture du 100% écrit et du très beau scénario qui, derrière, ne donne pas forcément le film qu'on attend. Donc voilà, nous, ce choix-là. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que on a rendu, mais bon, c'était pas, bref, ça c'est pas forcément la partie de l'expérimentation qu'elle me marchait, mais on a rendu les auditions facultatives. Alors du coup, c'est vrai que le fait de les rendre facultatives sans pour autant avoir la contrepartie de l'anonymat, parce que c'est un peu ça le pendant, bah, du coup évidemment ça n'a pas trop fonctionné. C'était plus pour certains qui jugeaient que l'audition n'était pas nécessaire au regard de leur parcours. Bon, répondait plus à cette demande-là. Et in fine, évidemment, devant la peur d'être moins bien traité en refusant l'audition, évidemment, tout le monde, voilà, on n'a pas eu une seule demande de toute façon, Magali, l'anonymat dans ce métier, j'y crois pas du tout. Mais bon, passons. Voilà, mais en tout cas, c'est des questions qu'on s'est posées, c'est des questions récurrentes. Faut savoir qu'il n'y a pas de solution parfaite sur les membres de commission. C'est-à-dire que soit on prend des gens qui n'ont rien à voir avec le secteur. Et là, souvent, ce qu'on entend, c'est qu'on nous dit, mais ils sont tellement loin de nous, je ne vois pas comment ils peuvent juger de la qualité d'un projet. Si on prend des gens du secteur, on nous dit, bah, non mais ça va pas, parce que là, ils sont conflictés. Donc, en fait, quand je vois le nombre de mécontentements, à la fin, je me dis qu'on a peut-être trouvé un équilibre. C'est-à-dire que ça ne se focalise pas sur un mécontentement, mais on est dans une solution, on est dans la moins pire des solutions, dans un contexte où, de toute manière, il y a une part de subjectivité qui est énorme. Pourquoi, par exemple, quand un premier collège, il y a une première tentative à l'avance sur recette, ensuite une deuxième, une troisième. Alors, effectivement, il y a du retravail, il y a du travail qui est fait entre les présentations, mais il peut y avoir aussi des membres qui changent, parce que vous le savez, les membres, en fait, que vous voyez, en réalité, ils ne sont jamais tous là. Donc, il y a des suppléants, et les suppléants, ça crée aussi une diversité. Il y a les comités en amont, qui sont encore d'autres personnes. Donc, en fait, il y a beaucoup de lectures. Et ça peut évidemment influer sur le fait qu'un projet passe ou ne passe pas en plénière et ensuite est aidé ou pas. Donc cette subjectivité-là, on n'y peut pas grand-chose. Nous, parfois, on recrute des membres de commission en se disant avec son profil, avec son regard, ça va être super, ça va apporter quelque chose de différent. Et en fait, pas forcément. C'est-à-dire que dans les choix, la personne est quand même libre, on ne lui dit pas. Donc je pense que dans cette liberté des membres de commission, il y a une part de subjectivité qu'il faut accepter. Par contre, ce qu'on regarde de près, c'est les conflits d'intérêts. C'est-à-dire que là, c'est juridique, c'est tout à fait objectif. C'est-à-dire soit il y a un lien, même indirect, soit il n'y a pas de lien. Et quand il y a un lien, même indirect, pour le coup, évidemment, on écarte les membres de commission qui pourraient être concernés. Ça, c'est la seule objectivité qu'on peut avoir. Sur le reste, c'est très compliqué, mais on essaye de renouveler, en tout cas Dominique Boutonnat l'a à cœur, à la fois de renouveler les membres, de chercher des profils qui peuvent changer un petit peu, en tout cas de mixer les profils et les secteurs aussi, les professions. Voilà. Alors, un reproche qui a été fait, je ne sais pas si vous avez progressé là-dessus, un reproche qui a été fait au CNC, j'avais organisé une réunion à SACD, c'était que il n'y avait pas assez d'attention sur la diversité. En fait, ça dépend ce qu'on entend par la diversité. Mais et que ça serait bien aussi, dans les commissions, il y a une obligation maintenant, je crois, d'être paritaire. De parité, oui, tout à fait. Ça a été mis dans la loi, je crois que c'est la loi Rossignol. Et sur la diversité, d'introduire des personnalités justement de la diversité pour avoir des visions un peu différentes. C'est quelque chose qu'on regarde en permanence. Après, encore une fois, on est un peu bloqué aussi par la réalité des commissions, c'est-à-dire qu'avec les suppléants, in fine, on ne peut pas faire ce travail en permanence.
Et alors évidemment la parité est respectée, ça il n'y a pas de problème. Après la diversité au sens large, parce qu'en fait ça peut être évidemment on peut avoir une vision aussi très très large de cette diversité. Là pour le coup on essaye toujours de la conserver avec cette contrainte qu'on a des commissions qui en fait sont très variables dans les faits avec des membres très différents et des suppléants qui tournent. On a une vingtaine de suppléants, pour donner une idée, qui ne sont pas dédiés à un collège mais qui tournent entre les 3 collèges. Et c'est vrai qu'on fait le plus possible là-dessus, mais il n'y a pas de garantie absolue. Voilà, c'est sûr. Tu as d'autres sujets que tu voulais traiter ou sinon je vous donnerai la parole pour des questions. Attends, je demande d'abord. On était trop pressé, Acide, là. Vous êtes pressé. Vous êtes corrosif. C'est les questions. Non, mais tu avais encore des sujets. Non. Alors, on va passer aux questions. Tu peux y aller. Merci. J'ai 3 questions. 2 pour toi et 1 pour toi. C'est une petite suggestion. Mais moi, je ne suis pas là pour répondre aux questions. Mais tu peux m'en poser une et j'essaierai d'y répondre. Non, tu me la poses. Non, mais 2 questions, là, évidemment, il y en a une que tu connais, parce que chez la CID, il y a beaucoup de cinéastes qui font des films documentaires sur l'aide à la conception, évidemment, qui est particulièrement soutenue par la SACD, ça on le sait, pour les auteurs de fiction. Qu'en est-il, parce que c'est des questions qui remontent toujours en permanence, qu'en est-il pour les réalisateurs et réalisatrices de films documentaires? Ils y travaillent. Je sais, mais j'ai oublié de poser la question. Je te laisse répondre. Non, mais tu sais que c'est quelque chose qui revient. Oui, bien sûr. Alors, du coup, sur la partie documentaire, juste sur le documentaire, pour remettre en contexte aussi, c'est quelque chose qu'on regarde sur les aides transversales. C'est pas, enfin, il y a la question de l'aide à la conception, mais je veux dire plus globalement dans toutes nos aides, on est très attentif à avoir tous les genres bien représentés. Et là, je regardais justement sur l'avance sur recette, parce que lundi, après la table ronde, on a le déjeuner avance sur recette, qui est aussi l'occasion de faire un peu un bilan. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que le documentaire, la première chose, c'est qu'il y a moins de documentaires qui se présentent, mais qu'en proportion, ils sont plus aidés. Donc, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Et pareil pour l'animation, d'ailleurs. Tu sais à quel point... Bien sûr. Mais en tout cas, c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a... Et on le regarde, je veux dire, c'est une attention aussi dont on parle avec les membres de la commission, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un genre qui soit laissé de côté et qui soit moins aidé que les autres. Voilà. C'est vrai pour le documentaire, c'est vrai pour l'animation. Et après, au sein de la fiction, c'est vrai pour les films dits de genre, en tout cas, voilà, ceux qu'on voit moins. Ensuite, donc sur l'aide à la conception, alors effectivement c'est un sujet de très longue date. La première étape, si je puis dire, ça a été dans la période de crise, du coup, quand on a fait le dispositif pour les auteurs qui était accroché à l'aide à la conception, donc la majoration. On a créé en parallèle et en concertation avec le secteur un dispositif ad hoc, donc qui n'était pas l'aide à la conception, mais qui en reprenait tous les paramètres pour avoir une majoration, enfin une aide du coup de 5 000 € exactement sur le même champ que celui de la majoration qu'on avait fait sur l'aide à la conception, mais pour le documentaire. Donc ça a été, on va dire, la partie urgence. Et ensuite, donc, dans un deuxième temps, on a ouvert la discussion sur l'ouverture de l'aide à la conception, qui aura lieu cette année. Alors, on est en cours de négociation sur les différents critères, parce qu'en fait, évidemment, comme on doit réajuster l'aide à la conception aux spécificités du documentaire, ça va du budget du film et sur les autres, voilà, enfin, les autres critères qui peuvent se poser. Donc là, la concertation est en cours et dès qu'on aboutit, on espère au plus tard après l'été, on votera au conseil d'administration l'ouverture de l'aide à la conception documentaire. Et donc, ma deuxième question, là, c'est peut-être que je suis d'une grande naïveté, mais j'ai quand même de mémoire un souvenir de gamin qui regardait la télé au milieu Internet, je trouve très étrange la manière dont le CNC ne communique pas sur le cinéma. Je comprends ce que je veux dire. On est dans une situation de crise, il y a moins 30%, enfin, et c'est pas que le cinéma doit être touché, parce que ce problème il se pose pour le théâtre, pour le spectacle vivant en général. On n'a pas le sentiment, je trouve très étrange qu'il n'y ait pas de pub, peut-être que je suis un peu naïf, mais de pub, de stratégie de communication pour rappeler qu'il y a des salles de cinéma qui sont ouvertes, pour rappeler, et c'est peut-être pas que le CNC, d'ailleurs ça pourrait être le ministère de la Culture, mais en tout cas pour rappeler aux citoyens français qu'ils ont une proposition culturelle qui est extrêmement riche. Et je trouve que ça manque. Déjà par là, l'idée c'est que
je crois qu'on sous-estime la capacité d'influence de ce type de communication venant de départ. C'est-à-dire que la qualité de prescription, moi je pense qu'elle elle existe pour de vrai. Alors, ça dépend. En fait, il ne faut pas surestimer le pouvoir, on va dire, d'influence qu'on a vis-à-vis du grand public, parce que c'est ça dont tu parles, en fait. On n'est pas des communicants. On a un super service de communication, ils sont géniaux, mais on n'est pas des communicants. Et en plus, on n'est pas du secteur. Enfin, on reste évidemment très proche et on connaît le secteur, mais pour moi, il y a deux acteurs principaux. C'est soit des acteurs politiques, et là, je veux dire qu'on est vraiment dans un cas très particulier, c'est-à-dire qu'on est au lendemain d'une élection. Donc on n'a pas de gouvernement et on a peut-être bientôt un ministre de la Culture. Mais en tout cas, on est dans une phase en fait où le politique a été noyé dans la phase préélectorale. Et parce que janvier, c'est ça, on est en préélection, ensuite les élections, maintenant on est dans la phase gouvernementale où on n'a pas de ministre, etc. Et ensuite on va passer dans les législatives. Alors soit effectivement les politiques s'en saisissent, et là c'est très bien, mais cette force de frappe dont tu parles, en réalité c'est aussi, on doit le faire en binôme, en tout cas on ne peut pas le faire seul, c'est-à-dire qu'il faut qu'on le fasse en binôme avec le politique. Et le politique on ne l'a pas aujourd'hui, pas parce qu'il ne le souhaite pas, mais parce que tout simplement il n'y a pas la caisse de résonance. Le deuxième acteur qui peut agir là-dessus, c'est le secteur. Et là, pour le coup, c'est différent. C'est-à-dire que quand il y a des initiatives très fortes pour événementialiser, parce qu'on sait que l'événement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui porte. Quand le printemps du cinéma, quand la FNCF vient nous dire le printemps du cinéma, on n'a pas de quoi faire un truc d'ampleur, on rallonge. C'est le genre de choses, d'actions sur lesquelles on n'a pas communiqué. C'est sûr, on n'a pas communiqué sur ce qui a pu être fait en partenariat avec eux, parce que ça tombait au moment du printemps du cinéma, pour favoriser cet événement. Quand on réfléchit collectivement à mieux aider tous les événements, les initiatives qui ne sont pas les nôtres, qui sont celles du secteur, mais pour leur donner de l'ampleur, c'est pareil, on est dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'on est dans une démarche d'appui, mais la voix du CNC auprès du grand public, c'est quelque chose en fait d'assez inaudible si on n'est pas porté par une voix beaucoup plus politique, même si Dominique Boutonnat, et au moment de Cannes, il y a eu son article dans Le Monde où je pense qu'il explique aussi la vision et l'importance du cinéma. Et là, le Cannes, c'est aussi une caisse de résonance pour nous, c'est-à-dire que la communication qu'on va faire lundi, c'est aussi important qu'on la fasse parce que c'est à la fois une volonté d'action et en même temps un message plutôt positif, même si on est prudent. Et donc là, la communication, elle est maintenant. Mais elle est un peu différée parce qu'on était aussi, en fait, entre janvier et mars, en train encore de gérer les dispositifs d'urgence et le retour du public en salle. Cette communication-là, en tout cas, on ne peut pas la porter seule. Voilà. Mais c'est tout à fait légitime de poser la question. Le spectacle vivant a lancé une campagne de communication sur laquelle je ne porte pas de jugement, bien que nous y participions. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas une campagne globale, c'est-à-dire qu'il y aurait été spectacle vivant, cinéma, enfin tous les lieux culturels où le public peut aller, où il ne pouvait pas aller, où il fallait être masqué. Voilà. Chacun joue dans sa filière, mais je ne suis pas sûr que ce soit... on n'aurait pas eu plus d'efficacité en étant là, je pense que c'est vraiment un bon sujet pour notre futur ministre de la Culture. Exactement. Non, mais c'est vrai que là, c'est compliqué. En plus, les périodes électorales sont compliquées aussi, parce qu'on parle d'autre chose. Mais après, une fois passées les élections, je pense qu'il y aura nécessité pour le ministère de la Culture d'avoir une vraie politique de relance, sachant que ce qui est quand même positif pour le cinéma, je trouve, c'est un certain nombre de chiffres du Pass Culture qui montrent qui sont excellents sur le cinéma. Donc c'est un outil qui permet aussi aux plus jeunes de retrouver le goût des salles. C'est fait. Alors ta question pour moi, c'était pas... Non mais vas-y, je vais y répondre. Non, en fait ça peut me paraître un peu idiot, mais c'est juste parce que des choses me reviennent. Je parle avec beaucoup d'auteurs de fiction, et c'est vraiment une question qui m'est revenue par rapport à l'aide sur la Fondation Beaumarchais peut-être. Ouais. C'est pas une fondation, c'est une association. Heureusement, j'ai pas de déduction fiscale. Mais quelque chose qui me revient, je ne fais que le rapporteur. Vas-y, rapporte. La question va être bien vicieuse. C'est pourquoi une enveloppe, pourquoi pas plus de projets aidés et pourquoi une enveloppe du coup je te réponds très simplement, pas plus de projets aidés parce que les fonds d'action culturelle qui viennent de la rémunération copie privée, qui est d'ailleurs fortement attaquée
par un certain nombre de parlementaires, et le ministre Cédrico, là, celui qui s'affichait avec le t-shirt Google, il a essayé de nous faire sauter la copie privée sur les téléphones reconditionnés. Heureusement, à l'époque, on a été fortement défendu par le Premier ministre, la ministre de la Culture, et on a pu échapper à une exonération des téléphones reconditionnés qui représente une part de plus importante du parc. Le sujet est d'ailleurs toujours posé. Il y a une mission actuellement nommée par le gouvernement. Les gens de la culture défendent la copie privée, mais il y a des gens de l'inspection du finance qui font tout pour la faire sauter, hein, je le dis, et qui veulent transférer le pouvoir de fixer la rémunération de la commission au Parlement. On aurait des débats très compliqués. Les ressources copie privée de la SACD ont baissé de 30% sur les 2 dernières années. Donc, ça se traduit naturellement sur Beaumarchais. Pourquoi ça a baissé aussi? Pas forcément parce qu'il y a moins d'enregistrements sur les supports, mais parce que ça s'est déplacé et qu'il y a moins d'enregistrements audiovisuels et il y a plus d'enregistrements à la fois de musique, de textes, enfin d'un certain nombre d'œuvres qui ne sont pas du répertoire de la fiction ou du cinéma. Et les comportements d'enregistrement du public changent, tout simplement parce que je pense comme l'offre instantanée est beaucoup plus importante, avec l'arrivée des plateformes, c'est simple, on copie moins. Voilà. Donc, et certains disent, avec ça, vous n'avez même plus besoin de la copie privée, il faut la supprimer. Et actuellement, elle est extrêmement fortement attaquée par un certain nombre de gens à Bercy, de l'univers... je dirais globalement ce que j'appelle de la tech, voilà. Hein, Magali, c'est vrai ça. Bon. Voilà, il y a d'autres questions à poser? Vous n'êtes pas curieux aujourd'hui, hein? Pour en revenir au documentaire, moi j'en ai produit 3, le métrage, et on a une annexe avec des tarifs qui sont les mêmes qu'on produise un film à gros budget ou pas. Est-ce qu'il y a une réforme que vous envisagez? Est-ce qu'il y a des discussions par rapport à ça? C'est la production. Moi, on respecte, parce qu'on est censé, quand on produit un long métrage documentaire, on respecte la convention collective. Oui, alors sur la convention collective, en fait, sur toutes les discussions qu'on a eues avec les documentaristes, et c'était très intéressant parce que, en fait, on s'est rendu compte qu'un des freins, notamment sur la phase d'agrément, cette question-là, c'était ça, c'était le respect des conventions. Et on s'est rendu compte que le nombre de documentaires non agréés était en fait très lié à cette question-là. Alors c'est une question sur laquelle nous, on est un peu impuissants parce qu'évidemment, ça relève de la convention collective. Donc on peut juste, aider à la négociation et réouvrir les débats. C'est ce qu'on va faire. Hein. Du coup, on a saisi le personnel chez nous qui s'occupe de tout ça et qui pourra du coup guider les discussions. Je pense que ça ne va pas être simple, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des enjeux très importants sur lesquels on n'a pas de main réglementaire. Donc, on est un petit peu plus démunis. Ça reste vraiment de la convention collective. Donc ça, on peut pas le faire, on peut pas le modifier nous sans accord. Voilà. Donc ça, c'est très compliqué. Je voudrais juste dire pour les auteurs, il y a actuellement des discussions menées au CNC sur l'encadrement des pratiques contractuelles individuelles, à la fois pour l'animation, pour la fiction et pour le cinéma, voilà. Et ça résulte de la législation qui avait prévu 1 an de discussion. Si au bout d'1 an, il n'y a rien... Alors, il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a rien. Le bourreau va attendre un peu. Voilà. Le gouvernement peut prendre un certain nombre de mesures par décret. Alors, le CNC a dit aussi qu'il y a un sujet sur des rémunérations minimales des auteurs, pas en tant que salariés, en tant qu'auteurs, je le redis. Et la DGMI qui avait sorti une note, je ne sais pas quoi, avec un conseiller d'État, un dénommé Collin, qui disait que les minima pour les auteurs, c'était contraire aux grands principes de l'Union européenne et tout. Le CNC vient de sortir une étude qui démontre que ce n'est pas le cas et qu'on peut parfaitement fixer des rémunérations minimales pour les auteurs. Voilà. Et donc là, les discussions sont en cours sur les 3 secteurs. J'espère qu'elles déboucheront sur des accords. On l'espère aussi. Voilà. Objectivement, elles avancent bien. C'est des discussions qui avancent en parallèle des questions du documentaire, du coup, à la fois sur la partie agrément, donc convention, etc., et sur la partie adaptation des dispositifs transversaux sur lesquels on travaille.
notamment, ça va l'agrément, mais ça va aussi sur les aides comme l'avance sur recette, etc. Donc on a tout un travail global sur le documentaire. Après, sur les négociations, effectivement, elles devaient être terminées le 13 mai. Et là, on continue parce que l'objectif du CNC, c'est absolument pas de passer par décret. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un accord. D'autant qu'on voit que ça avance. C'est un chantier évidemment d'ampleur, mais point par point, donc du minimum garantie d'écriture, et ensuite la question de l'indexation, la question de l'assiette. J'en vois certains qui participent aux discussions et qui connaissent ces sujets par cœur, mais évidemment, ça avance progressivement. Il y a deux enjeux. Il y a de mettre les auteurs d'accord entre eux, ce qui est déjà pas forcément simple parce qu'il peut y avoir des problématiques différentes au sein des auteurs. Et ensuite, il faut mettre d'accord les auteurs et les producteurs. Donc c'est une double difficulté, mais on va y arriver. Voilà. Ça a commencé il y a 3 ans, donc je pense que ça devrait aboutir. Alors le problème, c'est que effectivement, tout à fait, ça a commencé il y a 3 ans, mais avoir ce genre de pas pour tous les secteurs. Ça n'a pas commencé il y a 3 ans pour l'animation. C'est le cinéma. Pour le cinéma, et effectivement, le seul problème, c'est qu'entre-temps, il y a 2 ans de crise. Forcément, ça cristallise beaucoup plus les positions. On a des producteurs qui sont affaiblis aussi par la crise, qui, à partir du moment où on fixe des obligations qui viseraient à augmenter les rémunérations, sont aussi plus crispés sur leurs positions. Et on a des auteurs qui, effectivement, ont aussi vécu les 2 ans de crise et qui ont besoin d'être sécurisés. Encore une fois, c'est des sujets qui dataient d'avant, mais qui sont évidemment accentués dans l'après-crise. Voilà. Et on a plein de discussions en parallèle, d'ailleurs, sur les aides, on va dire, qui entourent toutes ces discussions, parce que ça, c'est les contrats, mais évidemment, toutes les dépenses d'écriture pour les producteurs et toutes les aides à l'écriture pour les auteurs, ça participe d'un ensemble global qui entoure les négociations. Donc, je voudrais juste rajouter aussi que ça, c'est des mesures législatives. Le gouvernement a décidé que les contrats d'auteur devaient respecter le droit d'auteur à la française. Et il y a eu une négociation avec les producteurs qui l'a abouti pour ce qu'on appelle les clauses types. Et que si jamais ces clauses types ne sont pas dans le contrat ou ne sont pas respectées, il y a une double sanction. Sanction pour le producteur, il doit perdre le compte de soutien. Alors c'était fait au départ pour les plateformes, mais les plateformes commencent à avoir accès à un soutien audiovisuel, pour le moment sélectif. Et les producteurs donc, peuvent perdre le soutien, ou le perdre. Et côté Arcom, qui nous a demandé d'ailleurs d'organiser un système d'information réciproque, l'œuvre n'est pas décomptée dans l'obligation de la plateforme ou de la chaîne. Donc ça veut dire que c'est un système de double sanction finalement assez violent. Bon. Et donc je dis à tous les auteurs, si vous jugez que vous avez un problème de contrat, de non-conformité aux clauses types, on vous dit, on vous met des clauses genre copyright et tout, n'hésitez pas à le prévenir à la SACD. On est capable aussi d'anonymiser les choses parce que il peut y avoir aussi des tentatives de rétorsion sur ceux qui le signalent, mais n'oubliez pas de nous informer parce que un dispositif, c'est bien de le mettre dans la loi, c'est bien d'avoir un accord, mais après, il faut le faire fonctionner. Donc il va falloir qu'on trouve quelques clients à taper, un peu grave, voilà, pour qu'ensuite toute la profession réfléchisse et fasse attention. Voilà. C'est vrai. Bon. Il y a d'autres questions encore? Ah, monsieur. Oui, j'avais une question, s'il vous plaît, sur les spécificités outre-mer. Donc, que ce soit l'auteur, mais plus largement, pourquoi? Parce que déjà au niveau des auteurs, il n'y a pas réellement d'accompagnement. L'aide à l'outre-mer est dédiée plutôt aux producteurs. Donc, c'est une interrogation. Est-ce que c'est des sujets qui sont à l'étude ou pas? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un auteur qui porte un projet d'outre-mer, il ne peut pas être accompagné puisque c'est l'aide à la production qui est offerte, c'est la première chose. Mais plus largement, il y a quelques années, on avait proposé des projets, même sur des aides type aide à la musique, où on nous avait dit, mais pour avoir les aides à la musique, il faut avoir un projet qui est déjà accompagné par une subvention du CNC. Et quand j'avais eu la subvention du CNC Outre-mer, on m'avait dit que cette subvention n'est pas éligible. Donc je ne peux pas avoir une aide à la musique parce que j'ai une subvention Outre-mer et je ne peux pas bénéficier d'une autre subvention parce que m'en revoit l'Outre-mer quand je dépose un dossier. Donc c'est un peu particulier. Donc je ne sais pas si vous avez des infos, ou est-ce que les choses ont changé ou est-ce qu'il y a une clarification apportée? Alors franchement, je regarderai. Honnêtement, c'est pas un sujet identifié qui nous a remonté. Enfin, on a eu évidemment
on a la commission d'outre-mer qui fonctionne, hein, et donc c'est quelque chose qui nous semble. Mais après, bon, les pistes d'amélioration, elles sont permanentes, donc on va regarder. C'est quelque chose qu'on n'a pas. En tout cas, c'est pas quelque chose qui nous est remonté jusqu'à maintenant, mais on peut regarder. Voilà. Et peut-être mieux identifier sur l'aide à la musique. Là, honnêtement, j'ai pas le détail. Ça m'étonne un peu que les deux ne soient pas corrélés. Mais moi, ça m'a étonné. Ouais, C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'aide à l'outre-mer avait été attribuée, j'ai ressollicité, on m'a dit non, parce que ça ne fait pas partie des aides. Je regarderai. Ou alors ça a changé, c'est possible. Oui, peut-être que c'était il y a peut-être 3-4 ans, donc je voulais savoir si ça avait changé. Non, ce qu'il y a de bien avec le CNC Nouvelle Manière, depuis qu'il est quoi administrativement? Vous avez votre conseil d'administration, c'est qu'avant qu'on changeait une règle, il fallait faire un décret, des arrêtés et tout ça pour un temps infini. Maintenant, sur les aides, ça passe au conseil d'administration du CNC. C'est pas une formalité, hein, le conseil d'administration. Je tiens à préciser, non, mais parce que... J'ai connu des gens qui y étaient, alors justement... Non, mais ce que je veux dire, c'est que le conseil d'administration, la vitesse de réaction qu'on a pu avoir pendant la crise et qu'on a de manière générale, c'est vrai que quand on doit passer par un décret, on l'a vu, on a eu des exemples où pour le coup on passe par des décrets simples ou en Conseil d'État, c'est très long, ça prend des mois. Alors quand c'est législatif, n'en parlons pas. Mais, et donc c'est vrai que le RGA, le règlement général des aides, donc ce niveau réglementaire qui nous appartient en propre et qu'on peut modifier via une décision du conseil d'administration, c'est une souplesse énorme pour faire bouger les choses. C'est beaucoup plus simple. Mais bon, au sein de ce conseil d'administration, on a donc nos tutelles, notamment le ministère de l'économie et des finances, et le ministère du budget. Non, mais dont Macali a été une brillante représentante. J'ai été une brillante représentante, donc je connais aussi du coup la façon de penser, c'est assez utile. Et donc oui, enfin je veux dire, on a un travail de conviction, donc on a toujours, en fait, et c'est pour ça que parfois, je sais que c'est compliqué parce qu'on a des échanges, on pose beaucoup de questions, on a l'impression qu'on remet en cause la légitimité des demandes. En fait, c'est parce qu'aussi on prévoit les questions auxquelles on va être confronté pour essayer de faire passer nos mesures, parce qu'on a, et c'est leur rôle de toute manière, un conseil d'administration et des tutelles qui sont regardantes de ce qu'on fait passer et de la façon dont on régit le secteur aussi par nos dispositifs, à la fois financièrement ou toute la régulation qu'on met en œuvre. Voilà. C'est pas neutre.